Merci à Cheikh Ahmed Tidiane Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Idrissa Basse, pédiatre cardiologue. Professeur, bonsoir. Bonsoir, M. Der. Alors, vous êtes également responsable du service d'accueil des urgences de l'hôpital pour enfants de Diamniadio, enseignant, chercheur de l'université de Thiès. Vous êtes également membre de la Société sénégalaise de pédiatrie qui tient son 9e congrès. Alors, professeur, dites-nous tout à propos de ce congrès qui commence demain, hein? Merci, M. Der. Donc, effectivement, le congrès commence demain, mais il y a déjà des activités qui ont été entamées aujourd'hui, ce qu'on appelle le pré-congrès. Oui. Et donc, c'est un congrès qui se tient maintenant de façon annuelle, de façon régulière, et donc qui regroupe tous les pédiatres du Sénégal, mais également des pédiatres de la sous-région et même des pédiatres qui viennent d'Europe. À peu près combien de participants? Alors, nous avons pas moins de 400 participants qui sont attendus à ce congrès, et donc qui vont débattre de l'actualité pédiatrique, mais également qui vont parler des différents aspects qui concernent la pédiatrie. Qui se tient à Dakar? Alors c'est un congrès qui se tient à l'hôtel Ngor Diarama, donc qui a lieu officiellement les 13, 14 et 15 juillet 2023. Alors, quel est le thème retenu pour cette 9e édition? Alors, merci pour cette question très importante. Donc, le thème qui a été retenu pour cette 9e édition concerne les maladies respiratoires et l'environnement. Et je pense que c'est un thème qui est d'actualité et qui concerne beaucoup la pratique pédiatrique. Et quel impact de ces maladies respiratoires de l'enfant, comme vous dites? Alors, ces maladies respiratoires de l'enfant, M. Der, tenez-vous bien qu'en 2022, alors l'OMS rapportait que 9 personnes sur 10 respiraient de l'air qui est pollué. Et donc, ceci était associé à 6,7 millions de décès prématurés, dont la grande majorité de ces décès se retrouvent dans nos pays, donc nos pays à ressources limitées. Oui. Et donc, la cible de ces maladies respiratoires... Près de 7 millions de décès annuels. Pratiquement, 6,7 millions de décès qui ont été rapportés, voilà, donc qui sont liés à cette pollution de l'environnement. Et la cible concerne plus les enfants, mais également les personnes âgées, les enfants surtout, du fait du système immunitaire qui est déficient, mais également les enfants surtout du fait de l'étroitesse de leur voie respiratoire, mais également avec un risque de complication qui est plus élevé. Alors, la pathologie qui inquiète le plus les parents ici et qui les concerne, c'est l'asthme. Effectivement. Vous allez discuter de l'asthme de l'enfant? Ah oui, bien sûr. Et on rencontre ça de plus en plus sous nos cieux. Ah oui, bien sûr. Alors, ce sont les pathologies respiratoires, donc ça va concerner l'asthme, mais également d'autres pathologies qui se rapprochent de l'asthme, chez les jeunes nourrissons, comme la bronchiolite. Alors, mais également les infections respiratoires, et donc une infection qui est très connue, donc la tuberculose, mais également d'autres infections comme les pneumonies à germe banal, donc qui touchent le plus souvent les enfants de moins de 5 ans. J'insiste sur l'asthme, comme je dis, c'est une des grosses préoccupations des parents. Effectivement. Pour l'asthme, quels sont les facteurs qui expliquent qu'on en rencontre beaucoup maintenant chez les enfants? Comme vous le dites, l'asthme... Et vous l'avez lié déjà à l'environnement, à l'énoncé du thème. Effectivement, c'est une pathologie, une maladie donc, qui est multifactorielle. Donc pendant longtemps, on a pensé que l'asthme était essentiellement dû à un problème d'allergie. Mais d'année en année, on se rend compte maintenant que l'asthme était une pathologie multifactorielle, donc fortement liée aux modifications de l'environnement, notamment à la pollution. Et aujourd'hui, l'OMS rapporte 262 millions de personnes qui vivent avec de l'asthme. Et puis, parmi ces 262 millions de personnes, les 50 millions se retrouvent en Afrique. Et l'asthme de l'enfant, aujourd'hui, a été chiffré au Sénégal à près de 10% de la population générale. Donc, vous voyez un peu l'impact que ça au niveau de la population, mais également des travaux qui ont été faits même en milieu scolaire retrouvent 15%. C'est-à-dire vous prenez 100 enfants qui sont en milieu scolaire, les 15 présentent de l'asthme. Donc effectivement, comme vous dites, c'est une maladie qui devient de plus en plus très fréquente, mais liée grandement à ces modifications de l'environnement, notamment la pollution. Liée à l'environnement, mais est-ce qu'on peut être asthmatique de naissance? Alors, possible. Des études ont montré qu'il y avait de l'asthme, qu'on dit de l'asthme d'hérédité. Donc voilà, des personnes qui étaient plus la naissance, disposées, voilà, prédisposées à faire de l'asthme par rapport à d'autres. Alors, donc, pour ces gens-là, effectivement, donc, ce sera très tôt qu'ils vont manifester les symptômes, et bien qu'ils vont manifester même d'autres symptômes de l'allergie, notamment au niveau cutané ou ailleurs. Et même dans le cadre de ce congrès, nous allons discuter globalement de tout ce qui concerne les allergies, notamment les allergies alimentaires. Vous parlez d'asthme cutané, hein? Alors, on ne parle pas d'asthme cutané, mais on parle plus
plus d'allergie. Donc d'allergie, puisque l'asthme, c'est intimement lié à l'allergie, on ne peut pas l'écarter, mais également cette allergie peut se manifester au niveau respiratoire, effectivement, mais peut également se manifester au niveau cutané ou ailleurs. Alors, on parle de l'enfant, mais une petite digression pour parler de l'asthme tardif aussi chez l'adulte qui a 50 ou 60 ans, fait de l'asthme aussi, ça, c'est possible. Alors, c'est possible que c'est quelque chose qu'on voit aussi du fait des modifications environnementales. Lorsqu'on est soumis à un environnement qui est vraiment très pollué et qu'on vit dedans pendant très longtemps, alors on peut être naturellement donc exposé à faire ces pathologies respiratoires et en prélude donc l'asthme. Et pour rester avec l'asthme, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour soigner la pathologie devant parfois la réticence de certains parents d'appliquer la pompe à l'enfant pensant qu'ils vont devenir, comment est-ce qu'on appelle ça? Dépendant. Oui, dépendant, addict, j'allais dire addict, mais justement dépendant. J'ai fini par dire que M. Der, vous êtes un spécialiste de l'asthme. Alors, effectivement, moi qui suis praticien des urgences, donc c'est la problématique que je rencontre pratiquement le plus souvent en milieu hospitalier, et le plus souvent ce sont des cas graves que je vois, et souvent ce sont des cas qu'on a déjà diagnostiqués, mais malheureusement, comme vous le dites, il s'agit d'une maladie qui a aujourd'hui un petit tabou au niveau de la population générale, parce que on les diagnostique, on les met sous traitement, et aujourd'hui la révolution dans le traitement de l'asthme, nous tous on le connaît, ce sont ces traitements par aérosol qu'il faut prendre, et malheureusement ces traitements qui doivent passer par des pompes ne sont pas toujours bien acceptés. Et donc souvent les gens préfèrent jeter les pompes pour se limiter au sirop, la ventoline. Effectivement, donc effectivement, les gens préfèrent souvent prendre les bronchodilatateurs, c'est par voie péros, alors qu'en réalité le meilleur traitement, c'est notamment le traitement de fond. Alors aujourd'hui, ce traitement-là a montré ses preuves et des tests ont été faits un peu partout. Alors, qui démontrent un peu l'innocuité de ces traitements. Donc, j'attire un peu l'attention de la population générale par rapport à ça, que le traitement de l'asthme repose essentiellement sur ce traitement de fond, et donc respect se doit aux parents de respecter les consignes des médecins pour éviter que leurs enfants ne viennent fréquemment aux urgences. Oui, c'est devenu véritablement un problème de santé publique. Effectivement, comme vous le dites, 15% en milieu scolaire, c'est quand même quelque chose d'assez important. Alors, quelles sont les autres pathologies dont vous allez discuter? Alors, à côté de l'asthme, donc, comme je l'ai dit, donc, il y a d'autres pathologies respiratoires, la pneumonie, la tuberculose, qui reste aujourd'hui très fréquente dans la population générale au Sénégal. Donc, j'attire encore un peu plus l'attention de la population pour que des mesures de prévention aussi soient prises, au niveau individuel comme au niveau collectif. D'après les derniers chiffres qu'on a de la tuberculose au niveau du Sénégal, on a 130 000 cas qui ont été répertoriés. Avec, dans ce groupe de 130 000 cas, nous avons 3 000 enfants qui sont décédés en 2017 de la tuberculose. Donc la pathologie, elle est presque toujours là. Et donc j'attire l'attention un peu de la population. Malgré les campagnes de vaccination. Mais également. Comment ça s'explique, docteur? Alors, ça s'explique par le simple fait qu'aujourd'hui, on vit une pollution qui est endémique, on vit aussi une promiscuité. Alors, qui explique aussi que les gens soient dans l'étroitesse des maisons. Et donc, parfois également, le diagnostic se fait difficilement chez l'enfant. Et parfois, c'est un adulte qui est diagnostiqué, mais la prophylaxie qu'il faut, le dépistage qu'il faut chez les enfants qui entourent n'a pas été fait. Et qui explique qu'aujourd'hui, il n'y a pas moins de 562... C'est un traitement qui dure quand même, qui prend du temps. Oui, c'est un traitement quand même qui dure. Et puis, parfois aussi, il y a la difficulté de respect de ces traitements. Alors, en dehors de ces pathologies respiratoires, vous me permettrez de parler des autres thèmes dont on va discuter, qui concernent les pathologies immunitaires. Vous savez que en fait, ça, c'est quelque chose aussi qu'ignore la population, des enfants qui naissent avec des problèmes de réponse aux infections, ce qu'on appelle les déficits immunitaires. Alors, ceci ici va être discuté durant le congrès. Mais également, nous discuterons des pathologies telles que la transition dans les maladies chroniques chez l'adolescent, notamment les patients qui sont suivis pour drépanocytose, pour diabète. Le diabète qui est très connu chez l'adulte, mais très peu connu chez l'enfant. Et j'insiste au niveau du diabète parce que c'est très peu connu. Donc, il y a très peu de gens qui pensent que les enfants ne font pas de diabète. Exactement. Parle-nous du diabète de l'enfant. Oui, le diabète de l'enfant constitue une problématique aujourd'hui du fait de sa sévérité, surtout que... Et ça doit être difficile. D'autant plus que même les adultes ont du mal à respecter le régime alimentaire qu'il faut, les règles d'hygiène qu'il faut, d'hygiène de vie, je veux dire. Effectivement. Comment l'imposer à un enfant? Alors, on essaie de faire comprendre qu'il ne peut pas prendre de sucette comme ses autres camarades parce que justement, il est diabétique. Un aspect important là-bas, c'est que de l'importance du diabète chez l'enfant, c'est que chez l'enfant, on a plus le diabète de type 1. Alors, le diabète de type 1, c'est ce qu'on appelait antérieurement le diabète insulinodépendant. Et donc, ces enfants, lorsqu'ils sont diagnostiqués
diagnostiqués, donc d'emblée, ils sont mis sous insuline. Justement, quand vous dites diabète de type 1, comme on appelle ça ici communément, c'est ceux qui prennent la piqûre, quoi. Comme effectivement, donc c'est ceux qui s'injectent. Exactement. Voilà, qui se piquent. C'est pour parler un peu comme les voilà, donc vous voyez un peu que la difficulté déjà du traitement que ces enfants-là doivent prendre de façon à vie, et ils doivent prendre régulièrement. Malheureusement, la pompe n'étant pas très disponible chez nous. Alors ces enfants sont obligés de se piquer pas moins de 2 ou 3 fois par jour. Quand vous dites la pompe, expliquez-nous. Alors il s'agit d'une pompe qu'il faut implanter pour permettre à ces enfants de pouvoir avoir une régulation glycémique qui se fait au travers de la pompe. Comme ça, ils ne seront pas obligés de se piquer 2 ou 3 fois dans la journée pour leur permettre de pouvoir équilibrer leur glycémie. Mais aussi, il y a la problématique du régime. On sait ici que nos familles, parfois ça peut être difficile de dire qu'un enfant doit pouvoir respecter un peu, de prendre des sucres rapides comme les bonbons et autres, là, comme vous le dites. Ce qui fait que ces enfants, le prise en charge reste problématique, du fait surtout de l'absence de prise en charge de proximité, mais également parfois de la non-implication des parents, mais surtout aussi de l'ignorance et parfois aussi du déficit de scolarité chez certains parents qui fait qu'ils comprennent, ils ont beaucoup de mal à comprendre ça. En dehors de ces pathologies chroniques que sont le diabète, mais également la drépanocytose, nous avons également les enfants qui souffrent de maladies cardiaques, alors qui constituent une grosse problématique aussi. Qui constitue ma spécialité aujourd'hui. Donc je profite de cette occasion que vous m'offrez pour pouvoir un peu faire le plaidoyer de ces enfants qui naissent avec des maladies cardiaques. Donc il y en a qui naissent avec des maladies cardiaques qui sont très sévères, malheureusement qu'on ne peut pas opérer ici au Sénégal. On est obligé de les envoyer pour qu'ils soient opérés à l'étranger. Sinon, même pour ceux qui peuvent être opérés ici, ce sont des enfants qui sont opérés pas moins à hauteur de 3 500 000. Donc c'est pas tout le monde qui peut avoir ça. Exactement. Et donc ce qui fait que souvent on est confronté à ces difficultés-là. Donc j'en appelle un peu aux autorités. Et souvent vous faites comment avec la prise en charge justement? Très difficile, très difficile. Donc pour ceux qui doivent prendre les traitements, enfin on parvient à juguler un peu ces cas-là jusqu'à ce qu'ils puissent être opérés. Maintenant, au stade où ces enfants doivent être opérés, souvent c'est très très difficile. Il y a quelques ONG qui les aident pour qu'ils soient opérés à côté, mais d'autres aussi les aident pour qu'ils soient opérés à l'étranger. Et donc pour d'autres aussi le ministère, en appui avec le ministère qui permet de se faire opérer ici. On loue les efforts qui ont été faits jusque-là avec la création du centre Cuomo à l'hôpital de Fann. Donc ils jouent un grand rôle aussi dans la prise en charge de ces enfants, notamment dans la prise en charge opératoire. On loue le grand rôle des autorités, mais encore l'intervention reste chère. Voilà. Et ce ne sont pas toutes les pathologies cardiaques qui sont opérées ici à Dakar, comme vous dites. Effectivement, ce ne sont pas toutes les pathologies cardiaques qui sont opérées. Pour une évacuation sanitaire, ça coûte environ combien? Alors, nous, les factures qu'on nous fait déjà pour que ces enfants puissent être opérés à l'étranger, ce sont des factures qui tournent autour de 20 millions de francs CFA. Alors, 20 millions de francs CFA, vraiment, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ça à côté. Fait qu'aujourd'hui, on fait un appel aux autorités pour plus d'appui encore à ces enfants qui naissent avec des maladies cardiaques qui pourraient être diagnostiqués même en anténatal. Ailleurs, ça se passe comme ça. C'est des pathologies qui sont diagnostiquées avant la naissance. Avant la naissance. Et donc, il y a encore à développer ce domaine-là au Sénégal. Donc, pour qu'au moins ces diagnostics soient plus affinés, ces enfants pourront être pris en charge très tôt. Et s'il y a nécessité d'évacuation, éventuellement, ces enfants pourront être sauvés, soit ici, soit dans d'autres contrées. Dans certains cas même, on commence à entendre des interventions au niveau du fœtus avant la naissance. Effectivement. Comme on les appelle nous, on est encore au stade. Jargon, nous, on est encore au stade du diagnostic déjà. Le nombre de grossesses, le nombre de grossesses, le nombre de cardiopathies qu'on peut diagnostiquer aujourd'hui au cours de la grossesse, ça se compte par le bout des doigts, ce qui n'est pas normal. Donc, ce qui fait qu'on fait un peu un appel pour que ce secteur soit encore un peu plus développé, qu'on puisse faire les diagnostics très tôt, et puis éviter que ces enfants souffrent ou bien décèdent de ces maladies-là. Il n'est pas très gai, mais il y a également l'AVC de l'enfant. Effectivement, M. Der, ces enfants... Paradoxalement, on pense que ce sont des personnes adultes ou des personnes âgées qui font des AVC. Mais il y en a également chez les enfants. Effectivement, M. Der. Ces enfants dont on vient de parler, qui ont des maladies chroniques telles que la drépanocytose, les maladies cardiaques, l'autre complication qui vient se greffer à cette prise en charge difficile, ce sont les accidents vasculaires cérébraux. Donc ces accidents vasculaires cérébraux, malheureusement, constituent un lourd fardeau. Et ce sont ces accidents vasculaires cérébraux même qui sont parfois la circonstance de découverte de la maladie sous-jacente. Donc l'enfant vient, il a déjà fait son AVC, et c'est au moment où on diagnostique l'AVC qu'on diagnostique également la maladie cardiaque ou bien qu'on diagnostique la drépanocytose. Donc on doit faire 2 annonces aux parents. L'accident vasculaire cérébral, mais également la maladie cardiaque ou bien la drépanocytose, ce qui est difficile et lourd pour nous, praticiens. Exactement. Comment ça se passe pour la prise en charge?
Difficile, oui. difficile. De la même façon que ça se passe avec l'accident vasculaire cérébral chez les adultes, chez les enfants également, c'est très très compliqué. Alors, ils peuvent faire de l'accident vasculaire cérébral ischémique, donc un vaisseau qui est bouché, comme ils peuvent faire de l'accident vasculaire cérébral hémorragique, donc un vaisseau qui éclate. Et malheureusement, quand ça survient, nous faisons essentiellement une prise en charge qui est symptomatique. Donc, on essaie au moins de garder ces enfants-là en vie en leur donnant les soins nécessaires immédiatement, mais ultérieurement également, on leur propose un traitement étiologique, c'est-à-dire s'il s'agit d'un enfant qui vit avec la drépanocytose, on essaie d'accentuer un peu la prise en charge, notamment en leur introduisant l'hydroxyurée, mais également on essaie d'accentuer la prise en charge en essayant de les opérer s'ils n'ont pas été opérés, s'ils ont une maladie cardiaque. Alors, professeur, toujours en pédiatrie, un problème avec nos enfants qui passent de plus en plus du temps devant les écrans, que ce soit la télévision, mais surtout maintenant avec les smartphones, avec les risques liés. Et justement, quels sont ces risques spécifiques à ça? Alors, vous me rappelez un sous-thème que j'ai oublié d'aborder en passant. Cela fait partie de vos Oui, cela fait partie effectivement des sous-thèmes dont on va discuter. Il y aura même une conférence qui va être faite sur ça, de l'impact donc de ces écrans sur le développement des enfants. On sait nous tous qu'aujourd'hui, du fait de l'exposition aux écrans, et surtout quand c'est très tôt, ces enfants ont du mal à parler, ces enfants ont du mal à développer des automatismes, ces enfants ont des difficultés de concentration. Et donc tout ceci va être débattu durant le congrès. Et donc vous êtes tous invités à venir écouter ce thème qui a vraiment constitué un thème d'actualité. Alors, les confrères de renom qui sont attendus, le professeur Mamadouba, je vous demandais de ces nouvelles. Effectivement, je profite de l'occasion pour dire également un grand merci à la présidente, le professeur Ndara Ramatoulaye Diagne, mais également à toute l'équipe qui travaille autour d'elle, notamment les docteurs Jean-Baptiste Nyorodiouf, le docteur Fatim Tal, mais également le professeur Pape Mokhtar Faye, qui initialement était prévu pour venir ici. Également la présence... Vous l'avez remplacé et de fort belle manière. Alors, il y a d'éminents maîtres également qui seront présents, notamment le parrain et la marraine. Il y aura le professeur Mamadouba, qui est un éminent pédiatre pneumologue connu. Effectivement, c'est lui l'un des parrains de ce congrès, mais également le professeur Abissi Signaté, donc une grande pédiatre également, néonatologue, qui a beaucoup fait au niveau de l'hôpital Albert Royer, qui a développé la néonatologie, et donc qui nous a permis, à nous tous, qui ont été nos maîtres, qui nous ont permis à nous tous d'être là aujourd'hui et de parler un peu de la pédiatrie. Nous les remercions au passage. Merci à vous également, professeur Bass. Merci, M. Der. Ça a été un plaisir. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.